parlons des enjeux américains pour l'économie américaine, notamment avec Thomas Koster qui est avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour Yvan. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est un chiffre assez impressionnant quand on regarde le marché du travail américain. Il n'y a jamais eu autant de taux de démission volontaire dans les entreprises aux États-Unis. On a vu les chiffres du mois de septembre qui montrent que 4,4 millions d'Américains ont quitté volontairement leur travail en septembre, en l'occurrence, donc aux États-Unis. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce chiffre, ces démissions volontaires qui sont un indicateur intéressant justement sur le marché du travail? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les économistes américains considèrent que cette phase actuelle, c'est la phase de la grande démission. C'est justement que les gens, il y a une forte mobilité, on va aussi vers des postes avec d'ailleurs d'autres avantages sociaux, mais aussi des salaires plus élevés, parce qu'on voit que pour ceux qui bougent de poste, les salaires sont en forte hausse. Je pense que ça rappelle la toile de fond qui est celle d'un marché du travail américain qui se porte très bien au niveau, à mon avis, au niveau cyclique, mais aussi qui a des gros problèmes structurels. Je rappelle qu'à mon avis, il y a un peu un embouteillage dans ce marché de l'emploi à cause de raisons structurelles. Alors, il y en a plusieurs. On a notamment eu beaucoup de départs à la retraite. Il y a aussi assez peu d'immigration aux États-Unis pendant la période du Covid. Or, on sait que l'immigration, c'est un peu l'huile dans les rouages du marché du travail. Mais il y a aussi potentiellement d'autres facteurs sociaux et culturels en particulier. Voilà, peut-être une nouvelle attitude par rapport au travail, y compris chez les jeunes. Bref, tout ça fait que le marché du travail est compliqué. On a quand même des pressions salariales qui sont assez élevées. Mais ce n'est pas, pour l'instant, le diagnostic de la Réserve fédérale qui a plutôt tendance de penser que c'est de la fragilité, qu'il y a potentiellement encore une fragilité cyclique sous-jacente du marché de l'emploi. Mais cette fragilité, moi je dois dire, on a de plus en plus de mal à la trouver. Oui, c'est l'idée qu'il y a une extrême prudence encore du côté de certains officiels de la Réserve fédérale américaine, Thomas. Plus que de nécessaire, voilà, peut-être. Alors que si on regarde des statistiques, donc vous avez à l'heure actuelle plus de 10 millions de postes à pourvoir, plus de 10 millions de postes à pourvoir, et vous avez environ 7 millions de chômeurs. Donc voilà, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Si on devait avoir une augmentation de l'emploi de 500 000 par mois, on est très très loin du compte. On est encore dans un marché du travail qui potentiellement pourrait avoir de nouvelles tensions, en tout cas sur les salaires. Ouais. Est-ce que cette prudence, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours beaucoup de politique aussi quand on regarde la Banque centrale américaine, est-ce que cette prudence extrême de la Fed à ce stade, est-ce qu'elle peut être liée au fait que Jérôme Powell n'a toujours pas été officiellement reconduit par Joe Biden? On est le 15 novembre aujourd'hui, Thomas. Je pense qu'en partie, ça peut l'expliquer. On a l'impression que Joe Biden ne nous dit pas tout. Et en tout cas, il ne nous dit pas tout sur la potentielle fonction de réaction de la Fed l'année prochaine, parce qu'on sait tous que l'inflation quand même risque de rester élevée, en tout cas en début d'année prochaine. On voit bien que les goulets d'étranglement sont loin de s'estomper dans ces chaînes de production. Donc on a quand même des risques inflationnistes plutôt à la hausse, en tout cas pour 2022. La Fed d'ailleurs devra mettre à jour ses propres prévisions au mois de décembre. Ça va être un moment délicat parce qu'il va falloir réviser à la hausse et assez fortement notamment les prévisions d'inflation pour 2022. Ce serait important que Jérôme Powell soit reconduit avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, la dernière de cette année 2021, Thomas? En tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi ça met autant de temps pour annoncer cette nomination. Alors, un facteur qui peut jouer en la faveur de Jérôme Powell par rapport à d'autres en lice, c'est que le sujet inflation est devenu un sujet politique aux États-Unis. On voit quand même de plus en plus de membres du Congrès s'inquiéter de l'inflation. Or, Jérôme Powell, potentiellement, pourrait être un peu plus en mesure de prendre des mesures monétaires pour lutter contre l'inflation. Et donc, quelque part, l'inflation pourrait aller un peu plus faire pencher la balance vers une renomination de Jérôme Powell. L'autre chose, c'est qu'il y a en fait beaucoup de postes à la Réserve fédérale à pourvoir. Il y a notamment le poste de vice-président pour la régulation bancaire, aussi de vice-président, puisqu'il y a Richard Clarida qui va partir certainement. Aussi pas mal de postes dans les Fed régionales. Donc il y a peut-être aussi l'idée de faire bouquet de nominations qui passerait comme ça d'une seule traite au Sénat.
si on en vient aux consommateurs américains, donc les travailleurs, les salariés sont en pleine confiance, ils démissionnent pour trouver mieux ailleurs. L'inflation est là pour durer et surprend encore à la hausse. Donc au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du comportement du consommateur américain? On aura les ventes au détail pour le mois d'octobre qui seront publiées cette semaine, demain je crois, Thomas, et puis surtout la période de fin d'année qui va commencer avec Thanksgiving la semaine prochaine aux États-Unis. Est-ce qu'on peut attendre une consommation de fin d'année qui soit plus que correcte aux États-Unis? Oui, alors on a un peu des signaux dissonants du côté de la consommation américaine, parce que comme on le sait tous, la confiance des consommateurs américains est assez faible, voire même continue de voir une baisse. Alors ça, c'est certainement, je pense, une amplification des peurs autour de l'inflation. Je pense que le vrai indicateur, en tout cas celui que je regarde, c'est le crédit à la consommation. On en a des données hebdomadaires sur le crédit à la consommation, et le crédit se porte très bien. Donc j'ai envie de dire, quand le crédit va, tout va. Donc, il n'y a pas de point majeur, à mon avis, à se faire sur. Il n'y a pas de sujet véritable sur la consommation aux États-Unis. Certes, on a quand même un étiolement des supports budgétaires, notamment des allocations chômage extraordinaires qui sont arrivées à leur fin au mois de septembre. Voilà, on a un peu moins d'épargne puisqu'on a commencé un peu à déjà la dépenser. Mais néanmoins, voilà, le marché de l'emploi reste en très bonne forme. Il n'y a pas d'indication qu'il y aurait tout soudainement une baisse de régime de la consommation, avec le iota près que on sort quand même d'une année, notamment l'été dernier et en début d'année, d'une consommation qui a été juste exceptionnelle. Donc évidemment, il faut s'attendre à un peu une certaine forme de normalisation. Oui, la consommation des biens, notamment, ne pourra pas se poursuivre au rythme auquel elle s'est effectuée au cours des derniers mois et des derniers trimestres. Sur le plan de la politique, alors une des rares bonnes surprises de la COP26, nous disent les observateurs, on se satisfait de ce qu'on a, c'est l'idée que les États-Unis et la Chine sont d'accord pour discuter des sujets climatiques. Il y a eu un agreement signé en ce sens entre les équipes américaines et les équipes chinoises, à quelques heures maintenant d'une nouvelle rencontre à distance entre Joe Biden et Xi Jinping, au-delà des seules questions climatiques. Mais est-ce que cet accord US-Chine sur le climat, pour faire simple, à la COP26, est-ce que ça peut laisser préfigurer peut-être une forme de détente sur d'autres sujets commerciaux, pourquoi pas, entre Pékin et Washington, Thomas? Alors c'est vrai qu'il y a un peu une vraie question et un vrai débat, notamment dans les marchés, sur potentiellement cette question des droits de douane, puisque je rappelle que Joe Biden a maintenu la plupart des droits de douane qui avaient été mis en place par l'administration Trump, et beaucoup de personnes se disent si on veut lutter contre l'inflation aux États-Unis, commençons notamment par réduire les droits de douane qui s'appliquent sur les biens de consommation courants aux États-Unis. Donc là, il y a un vrai point. Moi, je pense que c'est peut-être un peu prématuré de voir une baisse de ces droits de douane, parce qu'évidemment, ils sont utilisés aussi comme un levier politique et géopolitique sur la Chine. Or, on sait que les sujets géopolitiques et politiques ne manquent pas. En particulier, là, il y en a quand même deux gros. Le premier, c'est le sujet de Taïwan. Et on sait notamment il y a encore quelques jours, on a eu une visite surprise de quelques membres du Congrès à Taïwan qui n'a pas du tout été appréciée par la Chine. Deuxième sujet, c'est aussi la question de la prolifération nucléaire, qui est aussi un autre sujet lourd. Et on est aussi dans une phase où l'opinion publique américaine est quand même globalement s'est retournée contre la Chine. Il y a quand même un sentiment de défiance au niveau quand on regarde les sondages, au niveau de la population américaine. Donc ça va être difficile, à mon avis, même si je comprends cette histoire d'inflation et de baisse du prix à la consommation via les droits de douane, ça va être quand même difficile de voir Joe Biden arrêter les tarifs des droits de douane exceptionnels sur les produits chinois. L'enjeu politique est trop fort pour simplement raisonner sur le plan économique, vous dites, Thomas. Je pense qu'on l'a raté, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi pour passer en revue quelques-uns des enjeux américains, économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui est avec nous par téléphone. Ainsi se termine l'émission de la mi-journée. Smart Bourse revient ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.